Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette soirée consacrée aux secrets d'argile. Alors l'argile, bien sûr, on ne la présente plus. Nous sommes nombreux à l'utiliser régulièrement. Alors pourquoi une soirée consacrée à ce thème? Eh bien, pour deux raisons, qui sont d'ailleurs les deux grandes parties de notre soirée. La première de ces raisons, c'est que lorsque nous faisons des masques cosmétiques pour le visage ou encore des cataplasmes pour les contusions, eh bien nous utilisons en réalité l'argile bien en dessous de ce qu'elle permet. Ce soir, avec mon invité, nous allons donc vous faire découvrir des manières étonnantes d'utiliser l'argile à son plein potentiel et notamment des synergies méconnues entre l'argile et le miel par exemple ou encore l'eau de mer ou même les tisanes. La deuxième raison à cette soirée, qui est un peu plus grave, c'est que lorsque nous utilisons l'argile, eh bien nous commettons souvent des erreurs. Ces erreurs peuvent rendre l'argile totalement inefficace, mais aussi dangereuse dans certains cas extrêmes dont nous reparlerons. Ce sont ces erreurs qui ont amené il y a quelques mois le Conseil de l'Ordre à commencer à regarder l'argile un peu de travers et à classer son utilisation comme une pratique sectaire. Alors pour démêler le vrai du faux et surtout pour vous aider à maîtriser parfaitement l'argile, j'ai à mes côtés la star de l'argile, auteur d'un livre ultra complet à son sujet, Les bienfaits insoupçonnés de l'argile. Bonsoir Jean-Christophe Charrier. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Un immense merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence sur l'argile. Jean-Christophe, je vais faire votre petite bio express parce qu'elle est assez impressionnante quand même. Vous êtes médecin généraliste depuis 1998 et puis vous vous êtes formé très spécifiquement à la phytothérapie clinique que vous enseignez en France mais beaucoup à l'étranger depuis 2003. Vous êtes également expert et enseignant en endobiogénie. Alors ça, c'est une approche médicale intégrative et préventive qui prend en compte les caractéristiques propres à chaque patient, grosso modo. Et puis, vous avez bien sûr fondé et vous êtes le président de l'Institut du même nom, de l'Institut d'endobiogénie donc. Vous avez donné des conférences, on appelle les fameuses TEDx ou TED Talk à La Rochelle. Vous êtes un globe-trotter infatigable, vous avez voyagé notamment à Madagascar, vous êtes très souvent au Mexique puisque vous en revenez il n'y a pas si longtemps que ça, pour aider les populations sur place en introduisant ou en réintroduisant des remèdes qui poussent chez eux et notamment l'argile dont on va parler ce soir. Et puis, vous êtes bien sûr l'auteur de nombreux livres de référence. Alors, il y a l'ABC de l'argile, il y a Se soigner au naturel, il y a les clés de l'alimentation anti-cancer que l'on a ici, et il y a bien sûr les bienfaits insoupçonnés de l'argile qui vient d'être réédité, on va dire. Bref, vous êtes une des grandes références en France sur ce sujet de l'argile et à ce titre-là, je suis ravie de vous avoir. Et puis voilà, pour la petite anecdote, on parle très souvent de Jade Allègre et j'ai appris grâce à vous qu'elle était venue vous consulter pour réaliser sa thèse. Voilà, c'est dire si Jean-Christophe est une pointure sur ce sujet de l'argile et je suis ravie qu'on puisse en parler ce soir et qu'on puisse démêler le vrai du faux et vous aider, vous qui nous regardez, à être sûr de bien l'utiliser. Et à ne pas commettre les quelques erreurs qu'on pourrait commettre et à l'utiliser d'une manière qui va démultiplier ses potentiels parce que c'est un remède, on va voir, qui est assez incroyable quand même quand on sait bien l'utiliser. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Alors on va commencer par une première question. On parle souvent de la couleur de l'argile. Oui. Là on a mis deux argiles, dont la couleur est d'ailleurs verte, et pourtant ce ne sont pas les mêmes argiles. Est-ce que la couleur de l'argile, c'est quelque chose qui est vraiment important? Est-ce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire notre choix? Ça, c'est la tradition. Donc, quand on n'a pas les outils plus performants, déjà, en classant les argiles, on les a classés par les couleurs, ce qui permet de voir qu'une argile blanche, comme du talc, elle a des propriétés cliniques qui sont différentes qu'une argile qui peut être verte. Ne serait-ce qu'au toucher, ne serait-ce qu'à l'hydratation. Donc ça, c'était déjà des premiers tri qui ont été faits. Puis grâce à la microscopie électronique, en fait, on a pu déterminer la structure cristallographique de l'argile. Il faut savoir que l'argile, c'est un cristal, donc c'est comme un diamant. Voilà. Moins onéreux. Un peu moins, oui. Beaucoup plus courant. Et qui en fait le le résultat de l'érosion par l'eau et par le vent des roches primaires de notre planète. Et c'est ce travail d'érosion qui a duré des milliers d'années, à notre échelle, ça n'a pas de sens, c'est tellement long dans le temps, et qui a abouti à ce produit, en fait, qui est un produit d'une finesse extrême et qui peut avoir des particularités. Et donc, cette cristallisation, elle peut se faire, c'est un silicate d'aluminium, pour être exact, donc c'est une construction entre de l'aluminium et du silicium, mais c'est une structure cristallisée, donc cette structure ne pourra pas se détruire. Les milliers d'années n'ont pas réussi à le détruire en fait dans l'érosion. Donc c'est ce qui reste après le maximum de destruction. Donc cette roche a des millions d'années. Voilà. Et il y a, oui, comme
Oui, bien sûr. Enfin, cette argile, pardon, voilà. a des millions d'années. Elle a beau avoir été achetée il y a quelques temps. Oui, bien sûr. Et en plus, la pelleteuse, elle a fait un coup de pelleteuse comme ça, et elle a elle-même arraché différentes couches qui ont des millions d'années d'écart entre elles. Hein, donc on a un mélange de l'histoire de la Terre là-dedans, évidemment. Et alors là, on a deux types. Donc vous mentionniez tout à l'heure l'argile illite. Oui. Celle-ci s'en est, et puis là, on a un autre type d'argile. Oui, alors on a deux différences là. Elles ont quasiment la même couleur, mais il y a deux différences parce que là, on a une illite et là, on a une montmorillonite. Et là, on l'a sous forme broyée et là, on l'a sous forme brute. Ouais. Hein, donc on peut trouver celle-là sous la même forme que ça, en forme brute. Oui, exactement. Alors, on explique pourquoi? Bien sûr, expliquons pourquoi, rapidement ce qui s'est passé. En fait, la pelleteuse, elle va dans la mine d'extraction, elle extrait de l'argile qu'elle met dans un camion, et on va amener ça dans des grandes surfaces, qui sont souvent des grosses plateformes en béton, et on va étaler l'argile avec la pelleteuse, en couche fine, pour que ça sèche avec le soleil, et après on va ramasser ça un peu brutalement, de façon brute, et on va obtenir ces granulés-là. Voilà. Donc ça, c'est de l'argile brute, c'est ce qui se trouve après le premier séchage au soleil, sur une plateforme. Voilà. D'accord. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais de ça, on va en faire quelques usages. Et puis, on peut perfectionner ça pour l'amener à l'état de poudre. Hein. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs raisons de faire de la poudre. D'abord, ça prend moins de volume pour le transport. C'est une raison. Pour le stockage, tout ça. Mais ce n'est pas réellement pour ça qu'on fait une poudre, c'est que c'est quelque part plus pratique à utiliser. Mais cette poudre, on va pouvoir aussi la perfectionner et l'assainir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'argile, quand on donne un nom à une argile, c'est qu'il y a au moins, dans le produit qui est là, il y a au moins 80% du nom qu'on a donné. Donc, si je vous dis que ça c'est une illite, il y a au moins 80% d'illite et 20% d'autres choses. Donc ce qui fait que c'est une illite, c'est qu'elle a une forme de cristal. Voilà, qui est très particulier, à 3 couches. Le problème, c'est que dans les 20% qui restent, il peut y avoir d'autres substances. Donc ce qui fait décrier certaines personnes qui attaquent l'argile, on ne sait pas pourquoi ils l'attaquent. Mais bon, c'est comme ça, mais peut-être parce qu'il y a eu des mauvais usages. Mais le mieux, c'est de faire de l'éducation plutôt que de l'attaque, à mon avis. Parce que quand on interdit les choses, les gens font sans dire, et c'est encore pire. Donc moi, je préfère que les gens me disent ce qu'ils font, et connaître ce qu'ils font, et pourquoi il faut les éduquer à l'usage de ça. C'est comme ça qu'on évite les problèmes. C'est utilisé depuis la nuit des temps par l'humanité, il n'y a pas de raison qu'on décide de l'arrêter du jour au lendemain. Donc, dans ces 20%, on va avoir d'autres choses qui ne sont pas forcément négatives, au contraire, qui peuvent même enrichir les propriétés de l'argile, l'optimiser. Hein. Voilà, 20% c'est le maximum qu'on tolère, hein, parce qu'en général il y a beaucoup moins, mais c'est le maximum qu'on tolère, c'est au moins 80-20. Mais c'est mieux quand c'est 90-10, hein. Voilà, on est d'accord. Là-dedans, dans ces 20%, il peut y avoir des micas. D'accord. Les micas, c'est une argile aussi, et c'est ces petits grains de sable qui brillent sur la plage. Qui rayent énormément. Et qui sont tellement abrasifs qui peuvent rayer le verre. Hein. Vous mettez ça sur une plaque de verre, du sable, vous allez prendre du sable de plage, hein, vous le mettez sur une plaque de verre, vous frottez, vous allez rayer votre pare-brise avec ça. Donc les micas, c'est un côté abrasif, et donc ça peut être caustique si on l'utilise sur la peau, ça peut être encore plus gênant si on l'utilise par voie interne. Donc cette argile broyée qu'on appelle la surfine, parce qu'elle est broyée et tamisée, hein, eh bien on va la passer sous un ventilateur vertical, et par différence de densité, on va séparer l'argile des micas. Parce que les micas sont plus lourds que l'argile, et c'est comme ça qu'on va faire l'ultra-ventilé. Voilà ce qui nous explique les différentes sortes d'argile. Alors, donc je disais, on n'a que de l'argile verte ici, on n'a pas d'argile blanche ou jaune ou rouge, c'est des argiles qui existent. Oui, le talc qu'on met sur les fesses des bébés, c'est une argile blanche. Le kaolin qu'on utilise beaucoup en cosmétique également. Les porcelaines de Limoges, c'est de l'argile blanche. On ne pourrait pas manger. Et vous, dans votre pratique, vous utilisez plutôt cette argile verte. Alors, l'expérience clinique que j'ai est essentiellement axée sur l'argile verte illite. D'accord. Effectivement. Alors, qui s'apparente assez proche de la montmorillonite et de la smectite, et de la bédélite également. De ces argiles, pas de l'illite, mais de celles que j'ai citées, on a pu faire des médicaments. On a fait des médicaments qui sont bien connus. Smectite, smecta, etc. Voilà. Donc, il y a un usage qui est médicamenteux, et là, on a un usage qui est traditionnel. On connaît beaucoup l'argile ces derniers temps pour ses vertus cosmétiques. On a beaucoup de masques à l'argile. Je parlais de l'argile blanche, de l'argile rouge. C'est des choses qu'on utilise beaucoup. Mais vous, dans votre pratique, et le premier exemple que vous nous avez cité, nous a amené tout de suite dans la médecine dure. Soigner du choléra, ce n'est pas un masque anti-rides. Et c'est vrai que donc, l'argile, ce n'est pas uniquement pour se mettre sur la peau, mais bien, on peut aussi l'ingérer. Et c'est là-dedans, d'ailleurs, c'est grâce à cet usage-là qu'on va avoir les bienfaits les plus
les plus forts. Quels sont on va peut-être commencer par poser ça en fait. Quelles sont les vertus de l'argile, notamment quand on la prend par voie orale? Quand elle est bien prise par voie orale, ouais. L'argile peut avoir beaucoup d'intérêt. Déjà, elle va modifier le pH de tout le tractus digestif. D'accord. Et donc, quel intérêt ça? Ça favorise de limiter l'acidité qui, elle, va faire de l'autodigestion de notre muqueuse. C'est pour ça qu'elle devient inflammatoire. Hein, c'est pour ça qu'elle devient poreuse, entre guillemets. On parle beaucoup d'intestin poreux en ce moment. Tout à fait, l'intestin irritable. Voilà. Donc en rééquilibrant le pH à ce niveau-là, on optimise. On a un effet donc prébiotique par ce travail-là de l'optimisation du pH. Ah, c'est intéressant, c'est un effet prébiotique. Voilà, et ça va permettre l'installation d'une flore beaucoup plus saine donc après le passage. On pourrait imaginer le prendre en cure pour restaurer la flore intestinale. On peut faire des petites cures ponctuelles et ça peut nous aider après des moments où on a pris des médicaments qui nous ont agressés, où on a eu des virus ou des bactéries qui nous ont agressés, de remettre les pendules à l'heure pour que l'organisme se répare bien. Elle a un effet cicatrissant, elle a un effet hémostatique, elle a un effet antidiarrhéique. D'accord. Elle a un effet détoxinant, parce qu'elle va capter les poisons qu'il y a dans le bol alimentaire et elle va les fixer et ne pas les relarguer. On appelle ça de l'adsorption, avec un D et pas un B. Voilà, propriété qui peut poser problème avec les médicaments. Hein, parce que si vous prenez un médicament en même temps que l'argile, l'argile va capter le médicament et vous n'allez pas l'assimiler. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai aussi sur les toxines qu'on mange, donc c'est surtout pour ça qu'on va l'utiliser. Est-ce que ça veut dire que si on prend des médicaments, il ne faut absolument pas ingérer d'argile ou il y a juste des petites règles à respecter? Il suffit juste de mettre du délai entre... Voilà, donc on prend le médicament, on lui laisse au moins 3 heures pour qu'il soit assimilé, et après on peut prendre l'argile, il n'y a aucun problème derrière. L'argile ne va pas passer dans l'organisme, elle va rester toujours dans la lumière intestinale et va être réévacuée. D'accord. C'est pas un remède qui traverse et qui rentre qui a vocation à rester. Il va prendre elle va prendre ce qu'elle a à prendre sur son passage et l'évacuer, c'est ça en gros? C'est ça, c'est grosso modo. Elle a un rôle avec toute la dynamique d'apaisement du fonctionnement de la muqueuse digestive. Elle va avoir un impact majeur sur le système neurovégétatif et en ce sens, elle va avoir un rôle sérotoninergique. Donc elle va améliorer la fonctionnalité de la sérotonine. Dans les intestins? Dans les intestins. La sérotonine est un neurotransmetteur qu'on connaît bien. On appelle souvent l'hormone du bonheur. Voilà, c'est l'hormone du bonheur. C'est aussi le précurseur de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. D'accord. La sérotonine, c'est celle qui nous rend joyeux, celle qui nous rend sociable, celle qui fait qu'on parle en faisant des sourires et qu'on est heureux d'être là tous les deux à discuter. Pour nos auditeurs qui sont heureux de nous écouter. C'est plus sympa. Voilà. d'accord. C'est très étonnant ça parce que surprenant. C'est très surprenant. Mais ça, c'est quand on comprend la physiologie, quand on voit les choses, on se rend compte qu'on peut utiliser des outils pour autre chose que ce que la tradition l'a utilisé depuis toujours. Oui, effectivement. C'est comme ça que on peut accompagner certaines, pas toutes, certainement pas, mais certaines pathologies dépressives avec de l'argile, quand on connaît bien la physiologie, qu'on sait déterminer. Ouais. J'ai fait la connaissance récemment de certains dentistes éclairés qui utilisaient dans leur pratique l'argile. Mais au-delà du dentifrice à l'argile, je crois que l'argile est un bon soin pour les muqueuses de la bouche, les gencives, etc. Grâce à quoi et comment est-ce qu'on va l'utiliser? C'est l'effet antiphlogistique, qui est un vieux mot, en fait, antiphlogistique. Antiphlogistique. Qui allie en fait l'activité anti-inflammatoire, mais également une activité réparatrice associée à l'effet anti-inflammatoire que l'argile peut avoir sur ces inflammations gingivales, quand on a une gingivite par exemple, et quand vous brossez les dents et vous crachez du sang en vous rinçant la bouche, vous avez une inflammation des gencives. Donc vous pouvez, dans ce cadre-là, faire soit des bains de bouche avec de l'argile, soit faire une application de barbotine d'argile sur la muqueuse gingivale. Et avec ça, vous pouvez vous alléger beaucoup ce mal-là. On peut l'utiliser également quand vous êtes samedi soir, qu'il n'y a pas de dentiste et que vous avez un abcès dentaire. Vous pouvez utiliser l'argile directement en contact de cet abcès et à l'extérieur sur la peau, faire un cataplasme supplémentaire qui peut nous accompagner. Donc là, elle va désengorger l'abcès. Oui, elle va avoir cet effet antiphlogistique. Elle va épurer en fait la zone inflammatoire, calmer cette inflammation. Du coup, les bactéries n'auront plus de nutriments pour pouvoir se développer. On rend le milieu hostile au développement des bactéries. Et donc, on ne va pas forcément tuer les bactéries, mais on ne va pas leur permettre de prendre de l'ampleur. Et ça permet d'attendre le lundi pour trouver un dentiste pour nous réparer notre rage dentaire. D'accord. On peut faire plein d'autres choses. Bien sûr. Alors, vous nous parliez tout à l'heure aussi, lors de votre voyage à Madagascar, vous nous avez parlé de la lèpre, parce que j'ai
ce que je trouve à titre personnel très impressionnant, de penser que de l'argile peut avoir un effet sur des énormes plaies comme ça. Vous me disiez dans une de nos conversations que vous l'aviez utilisé à l'hôpital. Oui. Aussi dans des cas où des malades avaient une amputation qui était prévue. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passait là? Alors moi j'ai travaillé à temps partiel dès que j'ai été diplômé, même avant, parce que je suis passé comme interne en dermatologie. Et dès que j'ai eu mon diplôme, je suis revenu dans le service pour leur rendre service au début. Et puis ça me rendait service aussi, ça me faisait un revenu. Et j'ai travaillé à temps partiel. En fait, je suis resté de 98 jusqu'à 2010 en dermatologie, à travailler à mi-temps. Et je me suis passionné de la prise en charge des plaies chroniques, qui sont les escarres, les ulcères, qui est une partie peu glorifiante, on va dire, et que beaucoup de médecins négligent. Et, ou s'ils ne négligent pas, ils ne savent pas traiter, ils délèguent le soin à l'infirmière pensant qu'un seul pansement suffit. Or, en fait, ce n'est pas le pansement qui va soigner une plaie de cet ordre-là, c'est une prise en charge globale avec un projet de soin et un objectif à atteindre. Et si on n'a pas ce projet de soin et cet objectif à atteindre, comme toute prise en charge médicale, eh ben on est dans les ronces et on rentre dans la chronicité. Donc effectivement, je me suis très intéressé à ça. J'ai utilisé pour des plaies qu'on avait du mal à booster pour relancer les processus de cicatrisation, des plaies qui sont très fibrineuses, qui sont très jaunes, avec une sorte de gangue de fibrine qui en fait une réparation d'urgence de l'organisme. Ne pouvant pas faire de peau, il essaye de faire une autre peau qui soit avec de la fibrine, mais en fait cette fibrine bloque les processus de cicatrisation. Donc il faut l'enlever. Tant que cette fibrine est là, on ne pourra pas relancer les processus de cicatrisation et on a beaucoup de mal à enlever cette fibrine. Donc il y a plein de stratégies de soins. Et moi j'ai intégré en plus l'argile dans cette stratégie de soins. Il y a aussi les escarres, donc ça c'est du tissu qui est mortifère, qui est noir, cartonné. Et pareil, si on veut cicatriser une escarre, il faut d'abord ramollir cette plaque noire pour pouvoir la découper et l'extraire et après faire un soin. Ce qui était étonnant, c'est qu'en mettant l'argile, on gagnait du temps dans ce temps de ramollissement. Et surtout, quand on pouvait enlever la plaque, d'abord ça se faisait très facilement, il suffisait de prendre, c'est un peu ragoûtant ce que je vais dire, mais on prend une pince, on prend un coin, on prend juste le bistouri, on coupe dessous et tout s'en va, comme si le tissu mort, on fait pas mal. Et au contraire, on fait sans anesthésier les gens, parce qu'on n'a pas à faire mal. Si on fait mal, c'est qu'on est sur du tissu vivant, donc surtout on ne coupe pas. Donc et là, l'argile à l'intérieur. Et le fait d'avoir fait des pansements à l'argile sur cette plaque, on a pu la ramollir. Et surtout, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a boosté les bourgeons de cicatrisation qui sont dessous. Et on voit bien tout le bourrelet d'élimination de la plaque d'escarre que nous, on vient accélérer pour gagner du temps en soins. Mais surtout, on a une plaie qui est hyper saine derrière et qui très rapidement va devenir rouge comme du steak. Et là, on passe à d'autres méthodes de pansement en utilisant justement tous les pansements modernes qui sont très intéressants pour cette prise en charge par la suite. Et vous me parliez de patients dont le chirurgien de référence ou le médecin de référence avait décidé, en néphrologie notamment, c'est ça, d'amputer des membres. Et là, comment est-ce que vous interveniez sur les plaies? Alors, en fait, à chaque fois, on avait un super chirurgien vasculaire parce que quand les néphrologues l'appelaient pour avoir un avis sur cette jambe, en général, sur un certain état, ça tire tellement d'énergie au patient d'avoir ces plaies importantes qui se dégradent, qui s'escarisent, tout ça, que la solution, c'est surtout de créer une amputation, qui est une amputation de confort. C'est très dur de le dire comme ça, mais ça permet de soulager tout le restant de l'organisme de cette souffrance qui est là. Et qu'on est dans une situation extrême de vie aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de ressources énergétiques, on va dire, derrière. Mais ce chirurgien prenait toujours le temps de laisser au moins une semaine, parce qu'il n'y avait pas d'urgence à le faire. Il n'y avait pas une gangrène, il n'y avait pas un sepsis majeur, donc il n'y avait pas d'urgence à le faire, mais il prenait tout le temps d'une semaine pour que le patient intègre l'information, qu'il soit vraiment d'accord avec le geste, mais surtout que la famille soit aussi accompagnante à ça. Et là, il y avait toujours un médecin en néphrologie qui m'appelait, qui me disait Jean-Christophe, tu as une semaine pour sauver les choses. Jambes, Voilà. Et les premières fois qu'ils m'ont appelé pour ça, moi, mon objectif premier, c'était de masquer les odeurs. Parce que ce genre de plaie, ça sent pas bon. Et en plus, comme on va convoquer la famille, qu'il faut prendre une décision, c'est important que la famille garde une bonne vision de son proche et pas une vision avec des odeurs putrides qui sont là. Donc la première idée, c'était d'utiliser l'argile en soin sur ces jambes-là. Mais en fait, pour être réellement honnête, c'était plus qu'une idée. C'est-à-dire que j'ai quand même bénéficié de l'expérience du docteur Marie-Odile Renaudin, qui était médecin anesthésiste et qui s'occupait du service de soins palliatifs à l'hôpital de Châteaudun et qui, elle, déjà avait une grande expérience de toute cette pratique. Donc j'ai bénéficié de ça. Et j'ai osé. J'ai osé le présenter et le proposer et on m'a laissé faire. Et on a fait des soins et très souvent,
pour ne pas dire la majorité des cas, au bout d'une semaine, eh ben, on avait une jambe qui n'était pas guérie, malheureusement. Ouais. Hein. C'est pas miraculeux à ce point-là. Mais on avait des jambes qui étaient, où on voyait du tissu de cicatrisation, on voyait des bourgeons qui étaient là, on voyait des saignements. Et là, le chirurgien disait, mais cette jambe, elle n'est pas morte, donc moi, je la coupe pas. Donc vous avez pu... voilà, et donc on a sur soi l'amputation, sachant qu'elle aurait pu avoir lieu la semaine d'après si vraiment ça s'empirait. Et donc là, on me faisait confiance, on me laissait poursuivre les soins. Et donc j'ai mis en place tout un tas de protocoles de suivi avec des infirmières qui sont formées aussi à ça. Il faut être formé, hein, c'est des soins qui sont un peu complexes. Dont le premier objectif, c'est soulager le patient, désodoriser la plaie, parce que même pour soi-même, c'est pas terrible de sentir les mauvaises odeurs. Et puis éventuellement améliorer des choses et rester entier jusqu'à son dernier souffle. Est-ce que les patients, ils avaient déjà été prévenus du risque qu'il y avait et pouvaient constater que la jambe s'améliorait, bien sûr, la décision d'amputation les gens, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles de savoir que... Bon, donc on imagine que si l'argile peut avoir des bienfaits sur des cas extrêmes. Ouais, des cas extrêmes. Sur les cas simples, elle peut avoir c'est un bonheur. Donc on a parlé de la sphère digestive, on a parlé de la sphère buccale, bucco-dentaire. Quelles sont les deux, trois autres grandes sphères on a parlé de la bouche, mais on peut parler des muqueuses. Donc au sens large des muqueuses, il y a beaucoup le vagin et l'anus qu'on peut soigner aussi avec le rectum. Donc, et l'anus qu'on peut soigner avec l'argile. Sur des vaginoses chroniques, vous avez des femmes qui ont pris des tonnes d'ovules et choses comme ça et qui traînent dans cette chronicité de vaginose. On a pu voir de très très bonnes efficacités avec des poires vaginales faites avec du surnageant d'argile, qu'on peut enrichir ou pas avec une infusion de thym par exemple, pour rééquilibrer déjà toute la problématique vaginose. Et après, on peut refaire un réensemencement, on a des ovules pour ça. Et hop, on sort de cette problématique-là. Sur des patients qui ont eu de la radiothérapie, par exemple, où on a des plaies anales qui sont extrêmement douloureuses. Et au quotidien, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va à la selle, on réveille la plaie. Mais avec l'argile en application locale et interne dans le rectum avec des poires d'argile, j'ai eu des résultats cliniques très impressionnants et très confortables pour les patients dans cet inconfort qu'on a de ça. Il y a des personnes qui sont constipées, chroniques, qui forcent en allant à la selle et qui font une déchirure anale, ça fait très très mal, une déchirure anale. Donc l'application de pâte d'argile au quotidien, ça marche très bien. Voilà, sur une rectocolique et hémorragique, quand on saigne sur la fin du tube digestif à cause d'une maladie inflammatoire, ça peut être une sigmoïdite ou une rectocolite hémorragique, des poires d'argile également calment ces saignements, parce que l'argile est hémostatique, donc elle va calmer ces saignements, elle va être anti-inflammatoire et elle va être cicatrisante, donc elle apporte tous les éléments dont on a besoin pour sortir de ça. Donc ça, c'est des indications qui sont très efficaces au niveau des muqueuses. Et puis en dehors de ça, après, il y a tout le classique traditionnel qu'on trouve beaucoup dans les campagnes, parce que ça, c'est un usage, et comme ils ont beaucoup d'usage aussi sur le bétail, on le fait aussi sur nous, en campagne, on se pose moins de problèmes qu'en ville, et donc on peut utiliser l'argile sur des problématiques d'inflammation du genou, des entorses, sur des tendinites, sur toutes ces choses-là. Et puis on peut l'utiliser également sur des eczémas suintants, par exemple, sur toutes les petites plaies du quotidien qu'on peut se faire à la maison, sur des écharpes, des épines, des choses comme ça qu'on peut enlever, sur un dard de guêpe ou de frelons qu'on n'arrive pas à enlever. Le point commun avec tout, pourquoi est-ce que dans tous ces cas-là, l'argile va marcher? Est-ce que c'est grâce à une des indications ou c'est l'ensemble de tout ce qu'elle peut faire? C'est la synergie de ce qu'est l'argile. Une argile chauffée au soleil, il n'y a pas une argile qui a été stérilisée dans un four. C'est le problème des argiles médicaments, c'est qu'elles ont perdu une partie de leur propriété parce qu'on les a surchauffées pour les stériliser. Cette argile, elle contient moins de bactéries que la carotte que vous avez mangée dans vos carottes râpées ce midi. Mais elle n'est pas stérile. C'est pas un problème. Parce que ce qu'elle contient, ce n'est pas des germes méchants. Les grandes propriétés et la synergie des propriétés de l'argile, on l'a surtout sur des argiles qui sont séchées au soleil, qui n'ont pas eu de surchauffe, c'est celles qu'on trouve la plupart du temps dans le commerce. C'est celles qu'on a chez les pharmaciens ou dans les boutiques spécialisées. Et puis il y a toute une sphère aussi, c'est la sphère infectieuse, où là moi j'étais assez étonnée, parce que pour moi effectivement l'argile c'était, classiquement quand on avait des diarrhées ou pour faire des masques, et en fait on peut l'utiliser de manière bien plus poussée sur les sphères infectieuses. J'en sais rien moi, la sinusite, un début de rhume avec une petite congestion pulmonaire, on va pouvoir utiliser l'argile. Partout où on a de la congestion, l'argile va nous libérer cette congestion. La congestion, c'est le lit de l'inflammation. L'état congestif est précurseur de l'inflammation. Il n'y a pas d'inflammation s'il n'y a pas une congestion initiale. Et l'argile, par ses pouvoirs sur cette régulation antiphlogistique, donc sur
toutes ces régulations inflammatoires sur les liquides, tout ça, va contribuer à épurer cet état congestif qu'on a dans les sinus, par exemple, qu'on a parfois au niveau bronchique, quand on a un gros rhume et qu'on va basculer vers une bronchite. En général, on a le rhume d'abord, on a la bronchite après, c'est une dégradation, on fait la bronchite. Tout ça, on peut le tempérer effectivement avec des cataplasmes d'argile en regard. D'accord. Et l'otite, pareil, ça c'est une forme L'otite, c'est pareil, oui, il y a une congestion et on peut, en mettant de l'argile sur le rocher, donc qui est l'os qui est derrière, quand on tape, on l'entend bien. Et sur ce rocher, c'est une zone qui est extrêmement vascularisée, le rocher. C'est les fractures du rocher en trauma routier, c'est très très grave. Okay. On n'aime pas que les patients aient un trauma du rocher. Donc en mettant de l'argile là, sur une otite, on va avoir un effet antiphlogistique aussi, anti-inflammatoire, décongestionnant. Et on va permettre d'assainir la zone, et ce qui va permettre à l'organisme d'avoir les capacités de lutter contre la bactérie qui est en train de s'installer et de tuer lui-même la bactérie plutôt que de prendre des médicaments qui vont faire ce travail-là. Et qu'on prendra en deuxième intention si l'otite s'aggrave, il n'y a aucun problème à aller après prendre un antibiotique là-dessus, mais on peut éviter beaucoup de prises d'antibiotiques en faisant simplement ça. Donc elle va faire quoi, mon argile? Elle va de manière intelligente expliquer encore comment se défendre? Elle va éviter que la congestion s'aggrave, elle va éviter que l'organisme aille au-delà des finalités des systèmes de défense qu'elle met, et elle va éviter qu'on rentre dans une fragilisation et dans la création d'un bouillon de culture qui favorise le développement du germe qui vient nous contaminer. Quand on disait au début de cette interview que vous partiez régulièrement au Mexique former des médecins, c'est juste? Bien sûr. Les médecins de santé publique de la ville de Mexico. Et alors, qu'est-ce que vous leur enseignez à ces médecins? Eh bien, ces médecins qui sont formés à la médecine que j'ai appris à la faculté, je leur apprends à revenir sur la physiologie, à ne pas oublier la physiopathologie, mais à revenir sur la physiologie qu'ils ont oubliée pour mieux comprendre la fonctionnalité de leurs patients. Je leur apprends, et avec des pharmaciens, on leur apprend la physiologie de la plante également, les niveaux d'action de la plante, et comment on peut utiliser cet outil qui paraît être traditionnel, obsolète, comment on peut l'utiliser avec une haute performance parce qu'on y met de la matière grise. Donc est-ce que par exemple vous allez parler de l'argile? Bien sûr, l'argile fait partie de tout ça, fait partie des outils d'extraction naturelle. C'est vrai qu'on est sur le thème de l'argile aujourd'hui, mais il faut savoir que notre organisme, il a 4 niveaux de problématiques. Il a le symptôme, il faut soulager le symptôme, il a la congestion, il faut réaliser un drainage, il a des dysrégulation neurovégétative, il faut réguler le neurovégétatif, il a des dysfonctionnalités endocriniennes, il faut réguler la fonctionnalité endocrinienne. Et il se trouve qu'avec les outils d'extraction naturelle dont fait partie l'argile, on peut avoir des actions symptomatiques, on peut avoir des actions de drainage, on peut avoir des actions neurovégétatives, on en a parlé avec la sérotonine. Voilà. On n'a pas d'action endocrinienne. C'est un outil qui a 3 paliers d'action sur les 4. Voilà. En mettant des plantes médicinales, on peut optimiser et puis rajouter la dernière action endocrinienne. Et quand on gère ça, on a une optimisation thérapeutique majeure. Donc l'argile, elle est symptomatique. Elle calme la douleur, elle calme les abcès. Donc ça, vous leur apprenez comment concrètement l'utiliser dans certains troubles du quotidien. C'est un cours comme on ferait pour n'importe quelle thérapeutique. D'accord. Voilà. Alors, on va quitter le Mexique et puis revenir ici. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans votre pratique et que vous êtes un des seuls, je trouve, à mettre en avant, c'est les synergies qu'on peut réaliser avec l'argile. Et ça, je pense qu'on peut remercier votre cursus de phytothérapeutique là. Mais c'est vrai que vous proposez, vous, une utilisation notamment de l'argile avec des infusions, de l'argile avec des huiles essentielles, mais pas n'importe comment, de l'argile avec de l'eau de mer aussi. Qu'est-ce qu'elles vont permettre, toutes ces synergies que vous avez intégrées parfois dans votre pratique? Intégrer, vous l'avez dit, quand on fait une médecine intégrative, on a forcément un esprit arborisant et on n'est pas dans du binaire, un problème, un anti-problème. Donc moi, je n'utilise pas des anti, j'utilise une synergie. Donc en utilisant une synergie, dans cette logique-là, l'argile, elle s'est intégrée tout à fait dans une synergie. Je prescris rarement une seule plante, mais je vais prescrire plusieurs plantes associées. Et donc, il est apparu évident dès le début qu'on puisse aussi se mettre en synergie avec l'argile et optimiser le pouvoir de l'argile dans ses actions. Et on gagne du temps, et on gagne du confort, et on est plus efficace dans le symptôme, et on est plus efficace dans le drainage, et on est plus efficace dans les régulations neurovégétatives. Si en plus je rajoute une plante qui peut éventuellement avoir un impact au niveau hormonal, dans des conditions particulières, parce qu'on n'a pas parlé des mastites, par exemple, on peut faire des cataplasmes d'argile sur le sein quand il y a une mastite, mais on peut aussi utiliser des plantes comme l'alchemille, l'aquilée, comme la sauge, comme l'angélique. Ce sont des propriétés différentes, ces plantes-là, mais on peut choisir celle-là plutôt que celle-là, en fonction du cas particulier, et faire une argile enrichie de ça pour mettre sur un sein, pour pouvoir permettre de poursuivre un allaitement plutôt que de donner des antibiotiques et des corticoïdes. D'accord. Donc cette synergie, elle a un sens
physiologique en fait, et a un sens pratique dans une vision intégrative du soin. Et vous l'utilisez même avec le miel, par exemple. Ça, c'est une chose que j'ai découverte avec vous. Voilà, oui. Pas pour la manger forcément sur les tartines. Non, ça reste des indications très, très exceptionnelles, mais que j'ai pu utiliser quand j'étais en structure hospitalière. Lorsqu'on sentait bien que l'argile faisait son travail, mais qu'elle manquait un peu de puissance, dans le côté anti-infectieux, par exemple. Donc, on peut faire une synergie miel-argile. Il y a le professeur Descott à Limoges qui a vraiment installé le miel en thérapeutique, en post-chirurgical. C'est un chirurgien, Descott, il utilisait beaucoup le miel pour aider à la cicatrisation. Donc, on peut rentrer dans cette synergie-là quand il y en a vraiment besoin, effectivement. C'est un outil. J'ai soigné un monsieur qui a eu une plaie de mitraillette. Wow. Ouais. Un Français qui est parti en vacances en Afrique et qui s'est pris un coup de mitraillette. Ça avait même fait la une des journaux en France à ce moment-là, parce qu'il y a eu des morts dans cette histoire-là. Et ce monsieur, je l'ai vu quelques années plus tard, et il venait de Lyon pour me voir à La Rochelle. Et donc il avait vu les plus grands professeurs qui s'occupaient de la plaie, il avait vu tout ce qu'il fallait, pourtant les plaies ne cicatrisaient pas. Et en fait, c'est un protocole avec argile et miel qui a permis de relancer et de rebooster la cicatrisation. Incroyable. Voilà. Donc c'est des cas très particuliers. Mais... Est-ce que vous êtes Alors on parle beaucoup ces temps-ci, et puis c'est aussi une des raisons pour laquelle l'argile s'est fait un peu attaquer. On a parlé des géophages. J'aime pas trop parce que d'ailleurs on dit que l'argile c'est plutôt de la roche. Est-ce que le boire de l'argile, ça a des vraies vertus, alors autres que la sphère digestive, mais peut-être un peu plus reminéralisante? Est-ce que c'est une pratique qu'on pourrait avoir au quotidien, ou est-ce que effectivement là c'est une dérive? Alors, au quotidien non, mais de façon ponctuelle et par cure, pas de problème. D'accord. La géophagie existe depuis la nuit des temps. Les gorilles à dos argenté l'utilisent. Les perroquets l'utilisent. Plusieurs animaux. Ils mangent de l'argile? Ils mangent de l'argile, bien sûr. Il y a des perroquets qui font plus de 1000 km à une période où ils n'ont que certaines baies à manger, mais qui sont toxiques pour eux. Donc ils font 1000 km pour aller manger de l'argile sur une falaise et ils reviennent pour manger ces baies-là. Et grâce à l'argile, la toxine est captée. Donc ils ont le pouvoir nutritif de la baie sans avoir la toxicité. Voilà, il suffit d'observer le monde animal. Quand vous êtes dans une période de famine, une vraie famine, vous avez faim. C'est une douleur énorme d'avoir faim. C'est pas ne pas manger pendant 3 jours, la vraie famine. Il y a des comportements instinctifs où les gens se sont mis à manger de l'argile. Et l'argile calme la faim. Voilà. Mais ça, ce sont des comportements extrêmes dans des situations extrêmes. Mais de façon culturelle, suite à ça, il y a des cultures où on fabrique des galettes d'argile. Il y a des femmes enceintes, par exemple, qui mangent, dans certaines cultures du Maghreb, qui vont manger quelques galettes d'argile. Pourquoi? Parce que ça leur apporte des minéraux, c'est tout simplement. Le problème, parce que c'est le mésusage qui pose problème, et c'est ça qui fait horrifier, mais une exception n'est pas une généralité. Le problème, c'est qu'il y a une maladie qui est l'anorexie mentale, qui est vraiment une structuration problématique par rapport au fait de manger, à la sensation de faim, et qu'il y a une déviance qui s'est installée, qui a été mise en avance par certaines personnes qui font du buzz sur des réseaux sociaux et qui, sous un prétexte fallacieux, incitent les gens à consommer de l'argile pour ne pas avoir faim et pour maigrir. Ça, c'est une catastrophe. Ça ne sert pas à ça. Ça n'a jamais servi à ça, ça ne sert pas à ça. Mais quand on est dans une pathologie particulière et qu'on entend ça, on va faire ça. Et là, on aggrave les choses. Et à cause d'une exception, on va priver la totalité de la population de l'usage d'un outil qui est extraordinaire, mais simplement, on oublie de former les médecins, les pharmaciens à ce qu'est l'argile, d'où elle vient, comment s'assurer de la qualité du produit qu'on utilise et comment on la prescrit, comment on l'utilise. Si vous mettez les antibiotiques en vente libre, probablement qu'il va se passer n'importe quoi. Il va se passer n'importe quoi aussi. Tout à fait. Donc vous aurez des comportements déviants. Et la déviance, ce n'est pas le problème, c'est l'éducation. Donc c'est par l'éducation qu'on doit régler les déviances et ce n'est pas par les interdictions. Merci beaucoup Jean-Christophe pour tous ces précieux conseils. Alors, j'avais envie d'aborder un dernier point avant qu'on se quitte. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est quand on vous écoute, quand on vous lit, on a l'impression que l'argile, c'est quelque chose de vivant. C'est vrai qu'elle a une forme d'intelligence ou... C'est un produit inerte, l'argile. C'est un produit inerte, c'est pas un produit vivant. D'accord. Mais Michel Roturo, par les analyses qu'il a pu faire, on en a beaucoup parlé. Alors on rentre après là dans une sphère qui est plus, plus métaphysique. Métaphysique, Voilà, mais ça fait partie de l'humanité aussi, de faire un peu métaphysique. En fait, par sa structure, l'argile a peut-être une part majeure dans la création du vivant. Je dis peut-être, parce qu'on n'a pas de preuves formelles. Mais par sa structure,
il est fort possible que, à l'origine des temps, dans les sources chaudes, soufrées du fond des océans, comme on est dans le fond, les argiles se sont accumulées dans les points bas par l'érosion. Il y avait beaucoup d'argile, et il est fort possible, puisqu'on sait, enfin on pense savoir, parce on n'a pas de preuves, on n'y était pas, mais on pense savoir que les premiers brins d'ADN se sont faits à proximité de ces sources soufrées, et on pense que l'argile a pu être un des catalyseurs pour permettre de capter. Un catalyseur, c'est un élément qui n'est pas la réaction chimique, qui permet de la déclencher. Et qui fait que la réaction chimique ne peut pas se faire sans cet élément-là. C'est-à-dire que simplement, je vais capter un carbone, et je vais le fixer, comme ça je vais permettre qu'un autre carbone vienne se fixer à côté, et comme ça je vais pouvoir faire les premières chaînes protéiques et les premiers brins d'ADN. Et après ce petit brin d'ADN qui a pu être créé comme ça, et il a développé son développement d'ADN, et on est à l'origine de la vie avec des organismes les plus simples qui soient. Et en fait, ça revient au livre de la tradition, où on nous dit que Dieu prit la terre et modèle l'homme, son image. Et voilà, et peut-être que dans la tradition, il y avait un savoir empirique qui était là. Voilà, ce serait beau. Si c'était ça serait beau, ce serait magique. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être même de l'argile sur Mars, c'est vrai ça? Mais je ne sais pas, je n'ai pas été sur Mars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la NASA cherche de l'argile sur Mars, l'argile, elle est créée par l'érosion, enfin dans ce qu'on en sait sur Terre, l'argile est créée par l'érosion de l'eau et du vent. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu de l'eau. S'il n'y a pas eu d'eau, l'érosion du vent seul ne crée pas de l'argile. Il faut qu'il y ait l'eau. Donc si on trouve de l'argile, et si on trouve surtout de l'argile sédimentée dans les endroits, c'est qu'à un moment donné, il y a eu de l'eau. Et c'est ce qu'on essaye de trouver sur Mars, c'est la preuve de l'eau. Et donc si on n'a pas la preuve directe, on essaye de trouver des preuves indirectes. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent effectivement de l'argile. Donc l'argile, elle a quelque chose comme un vrai précurseur de vie, quoi, on pourrait dire. Oui, bien sûr. Ou du moins, elle fait partie des témoins de la naissance de la vie. Et qu'elle y ait contribué ou pas, il est fort probable. Enfin voilà, c'est des choses, on n'a pas de certitude, mais il y a une possibilité en fait qu'elle y ait contribué peut-être à la vie. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'elle est associée à l'eau et que sans l'eau, il n'y a pas la vie. Merveilleux. On va se quitter sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Jean-Christophe, de nous avoir révélé certains des secrets de l'argile, de nous avoir mis en garde contre certains des mésusages de l'argile. On va vous dire au revoir, vous remercier à nouveau et vous dire à très bientôt, Jean-Christophe. À très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.